Alors faut-il partir pour réussir? Quel est notre rapport à l'argent, à la réussite, à la richesse, au succès? On va bien sûr en parler. On va d'abord aller en Australie voir ces jeunes Français qui tentent leur chance là-bas. On ira aussi sur les traces d'un entrepreneur en Indonésie qui a choisi de bâtir son succès, sa fortune là-bas. Et puis on va commencer par s'interroger sur notre façon à nous, en France, d'accueillir les riches, notamment dans les palaces. Et c'est un palace, l'un des plus prestigieux et des plus anciens de Paris, le Bristol, qui nous a ouvert ses portes. Vous allez voir avec ce reportage de Clément Cassex, de Mathieu Régnier et d'Anne Cohen que le luxe ici est un art de vivre et le service un plaisir. On recevra ici une jeune femme qui a été gouvernante d'une famille de milliardaires russes. Elle nous racontera leur intimité. On recevra aussi Pascal Bruckner, le philosophe, l'essayiste, le polémiste. Lui, il trouve qu'on a un petit problème quand même avec l'argent. Et puis Xavier Fontanet, c'est l'ancien PDG d'Essilor. Il s'est mis en tête de nous apprendre la compétitivité, l'entreprise et la réussite. On commence par ce reportage dans les coulisses du Bristol. Ça, c'est Palace. Tête haute, tablier impeccable, Philippe, c'est l'élégance faite fleuriste, même à 7 h du matin. Ça va ? Oui, impeccable. 3 fois par semaine, il reçoit des fleurs, beaucoup de fleurs. C'est qu'il s'apprête à faire ses 150 bouquets quotidiens. Philippe travaille pour un palace, le Bristol, qui dépense jusqu'à 50 000 € par mois en fleurs fraîches, avec une préférence pour la plus noble d'entre elles. Entre 4 000 et 4 500 roses par semaine. C'est beaucoup. Tout à fait, oui. Mais c'est selon les besoins et on en a besoin pour tout l'hôtel puisqu'on fleurit tout l'hôtel. Au même moment, alors que les clients de l'hôtel dorment encore, Éric Fréchon s'active en cuisine. On peut voir qu'est-ce qui est arrivé, les poulardes là ? C'est les poulets frais qui sont arrivés. Chef 3 étoiles au guide Michelin, chaque matin il inspecte ses produits à la loupe, ému. C'est beau, hein ? C'est quoi ? Ça, c'est une poularde de Bresse. Ça doit peser 2 kilos. Donc voilà. Donc ça va repartir. Elle fait 1,848 kg. Vous la renvoyez ? Celle-là va repartir. Et pourquoi ? Parce que elle ne fait pas exactement le poids que je veux. Et du coup, au niveau du cuisson, on est tellement précis que on va être obligé de la faire repartir. Au sous-sol, le room service se met en branle. Ce matin, 90 petits déjeuners à servir en chambre, dans le plus grand raffinement. Donc là, vous avez l'omelette, saumon, tomate, omelette blanc d'œuf, bien sûr. Nos œufs coques que l'on présente comme ceci. Également jus de pomme minute, qui est un jus de pomme frais, fait maison. Et également, vous avez la corbeille de notre boulanger, avec toutes nos viennoiseries qui sont faites dans la maison. Assiette de fruits frais et la classique salade de fruits. Si le petit déjeuner est bon, votre journée sera bonne et ça c'est l'essentiel. Essentiel, mais pas donné. Comptez 60 € par tête pour goûter dès le réveil au luxe à la française. Home service. Bonjour. Le petit déjeuner est arrivé. Le Bristol, un 5 étoiles presque centenaire, à 2 pas de l'Élysée. Il est un des 6 palaces parisiens comme le Ritz, le Crillon ou le Meurice. Alors que la France montre les riches du doigt, le Bristol lui accueille avec délicatesse ses clients capables de payer jusqu'à 20 000 € la nuit. 188 chambres, une piscine, 3 restaurants et presque 600 employés qui veillent au confort des nantis du monde entier. Comme De Gaulle, Marilyn Monroe ou Brad Pitt, à nous aussi, le Bristol a ouvert ses portes. Bonjour monsieur, bienvenue. Une semaine dans un palace. Bonjour monsieur, bienvenue au Bristol. À découvrir le luxe à la française, ses coulisses, ses clients. Bonjour monsieur, voici vos clés. Ses secrets. Aurélie Martin est gouvernante générale. Elle a 120 personnes sous ses ordres, les lingères, les femmes de chambre, les teinturiers. À 9 h, c'est le briefing avec les gouvernantes. Alors, bonjour. Donc hier on a fini à 51% de taux d'occupation et un prix moyen à 1 140 €. 37 départs et 23 arrivées pour la journée d'aujourd'hui et 83 chambres occupées. On a un souci d'un client, le bug qui a eu lieu hier soir, soit à 7h31. On a un dentier qui aurait été mis dans la poche du peignoir, sauf que là on ne le retrouve pas. On a eu le retour d'hélice, on n'a pas de retour pour l'instant.
Donc là, c'est vraiment de notre faute. La cliente est persuadée de l'avoir mis dans sa poche de peignoir. Donc à faire attention parce que ça peut être ça, ça peut être une bague. On a déjà eu le cas d'une bague, on a déjà eu le cas de sous. C'est classique. Pour éviter ce qu'ils appellent des bugs, des problèmes, chaque employé fournit un travail de détective. Il faut en savoir le plus possible sur le client, enregistrer chacune de ses doléances. Pour cela, tout est consigné sur de petites fiches avec photos et biographie. Est-ce qu'il aime le champagne? Est-ce qu'il préfère le vin blanc? Est-ce qu'il préfère son lit avec une couverture, avec une couette, avec des oreillers anti-allergiques? Est-ce qu'il veut pas de couvre-lit? Est-ce qu'il veut bien qu'on ferme ses rideaux le soir? Le luxe, c'est ça aussi. C'est que le service qu'on donne, c'est qu'il n'est pas à nous le redire la prochaine fois. C'est qu'on sait exactement ce qu'il veut. Service? Voilà 2 ans qu'Anako est gouvernante au Bristol. Aujourd'hui, elle doit préparer une quinzaine de chambres, dont cette suite de 250 mètres carrés. Prix de la nuit, 20 400 €. C'est 1 an de salaire pour Anako, alors elle s'applique. Et même si le ménage vient d'être fait, elle traque le moindre grain de poussière. C'est propre? Oui. L'œil d'Anako est aguerri. Le luxe, c'est une histoire de millimètres. C'est important du coup que si on est là-bas, quand on regarde, que tout soit aligné. Ça montre quand même que on fait attention et que la pièce est harmonieuse. Dans la suite la plus chère de l'hôtel, fleurs, champagne et pâtisseries sont offerts. Un accueil VIP réservé aux bons clients et aux stars. On a un budget de presque 20 000 € par mois. On accueille uniquement pour... Le cadeau. Voilà. Tu penses qu'on va mettre le gâteau sur la table là-bas? Oui, je pense que c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Cette suite a été réservée par un couple qui vient fêter son anniversaire de mariage. Ils ont droit à leur joli gâteau. Et ce soir, ce sera bougies et pétales de rose. Dernier geste avant l'arrivée des clients. Dans la chambre, on coiffe la moquette. Ne laisser aucune trace. Ce soir-là, dans le hall, les employés s'agitent. La police est devant l'hôtel. Les visages sont tendus, car l'établissement attend une cliente très spéciale, invitée de dernière minute. Pendant que le PDG du Bristol patiente sur le perron, dans l'urgence, son équipe prépare un bouquet de fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. L'autre il est là, donc il prend un deuxième vase vide. Exactement. Ok, ça marche. Enfin vide, plein d'eau. L'invitée surprise, la voici, Florence Cassé. Après 7 années de prison au Mexique, elle vient d'atterrir en France et c'est au Bristol qu'elle va passer la première nuit dans son pays. C'est TF1 qui paye sa suite. Elle est escortée par la police, par son avocat et par monsieur Le Calvez, le patron de l'hôtel. Oui, magnifique. Profitez-en. Oui. Venez, je vous accompagne. Comment vous sentez là? Heureuse. Enfin un peu de confort? Oui, je crois que beaucoup de confort. Surtout au Bristol. Trop de confort. Le patron du palace est ravi du coup de pub, mais il sait qu'il faut éviter de délaisser les autres clients. Surtout, ne pas gêner la quiétude de ceux qui font tourner son établissement, les habitués, les fidèles. Bonsoir. Entrez. Voici monsieur Rossignol, un Français. Patricia. Oui. Et voilà sa charmante épouse américaine, Bonsoir. Patricia. Comment allez-vous? Cela fait 1 semaine qu'il loge dans cette suite à 8 000 € la nuit. Monsieur est médecin. Le couple est marié depuis 20 ans et vit en Floride. Ils descendent 5 à 6 fois par an au Bristol. Une vie de palace. Ce soir, nous avons un dîner de famille pour 9 personnes. C'est vous qui cuisinez? Non, je n'ai pas de cuisine ici. Le Bristol nous a fait quelque chose de parfait pour un événement familial. On va recevoir son frère, sa sœur, toute la famille. Qu'est-ce qu'il y a de typiquement français ici et dans les palaces parisiens? D'abord, la cuisine est incroyable. Ensuite, tout ce que vous demandez, on vous l'apporte. Et puis nous, on vit déjà dans une sorte de palace en Floride. Alors,
On aime la grandeur, le souci du détail. On aime la perfection. Et il nous offre tout ça. Très très bien. En revanche, c'est pas donné la vie au Palace. Vous savez Non, c'est pas donné. Non, c'est pas donné, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à avoir un appartement, c'est un choix. Au lieu d'avoir un appartement, un pied à terre, on va à l'hôtel, puis c'est fini. Ça ne pas 5 jours. Plus cher de... Voilà, non, parce qu'à ce moment-là, ça devient compétitif. Puis c'est surtout la paix de l'esprit, parce qu'on vient ici, puis c'est fini. Normalement, c'est Patricia qui est meilleur que moi pour faire ça. Voilà. Voilà. Un beau bruit. On dit que les Français ont un peu de mal avec les gens qui sont riches. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, je sais pas, parce que oui, je crois, oui, c'est ce qu'on dit en tout cas. Il y a une ambiance particulière en ce moment, vous trouvez Moi, je vis pas assez en France pour savoir exactement ce qui se passe, puisque on habite en Amérique depuis très très longtemps. Et aux États-Unis, il y a un respect de la richesse, de la réussite. Ah oui, bien sûr, parce que la réussite, c'est la réussite. Là, on admire la réussite, on admire le succès, on admire les gens qui font quelque chose, on admire, voilà. Je sais pas s'il faut quitter la France pour réussir, mais en tout cas, c'est plus facile. Donc, si vous voulez, c'est comme ça, c'est dommage. La France, drôle de pays, qui menace les riches, mais les reçoit mieux que personne. Au Bristol, le restaurant 3 étoiles et ses 40 couverts affichent presque chaque jour complet. Et en cuisine aussi, le luxe vient se nicher dans la précision. Ce merlan se voit retirer ses arêtes une par une à la pince à épiler. Dans l'assiette, une arête, c'est une erreur? Ça peut être une erreur. C'est pas une catastrophe parce que on est tous des humains et ça peut arriver l'erreur. Mais ça ne doit pas arriver. Éric Fréchon, de la cuisine façon haute couture, l'homme à ses fans. En 2008, il a même reçu la Légion d'honneur grâce à un plat de pâtes. L'ex-président Sarkozy était accro aux macaronis farcis à la truffe et au foie gras, un plat désormais connu partout sur la planète. C'est gratifiant parce que du coup c'est devenu un plat emblématique grâce à lui d'ailleurs. Je lui en remercie parce que je pourrais presque l'appeler, comme Paul Bocuse, il a appelé ça la soupe VGE, la soupe Giscard d'Estaing en fait. Je pourrais presque appeler ça aujourd'hui le macaroni Nicolas Sarkozy, quoi. Allez-y, table 11. À l'époque, cette soudaine renommée lui mâcha le travail. Aujourd'hui, Japonais, Russes ou Parisiens viennent déguster sa cuisine. Ici, l'addition moyenne est à 300 € par personne. À table, des gastronomes bien sûr, mais aussi beaucoup d'hommes d'affaires qui viennent signer leur contrat. À votre service. À la cave, près de 90 000 bouteilles. Les plus grands crus sont conservés ici, dans les entrailles du palace. Donc ici, là c'est vraiment la petite caverne d'Ali Baba. À l'intérieur de ce petit réduit, des morceaux d'histoire. Ça c'est quoi alors? Pétrus 61. C'est quoi? C'est le vin le plus cher au monde avec le millésime le plus rare qui existe. Ça vaut 16 000 € sur carte. Vous en vendez beaucoup? On en vend. Je me rappelle tout à fait du dernier client qui a pris, ouais, tout à fait. C'est il y a un petit peu plus d'1 an et demi, tout à fait. Quel profil? Fortuné et discret. Des clients fortunés et discrets que connaît bien Jean-Marie Burlet, directeur de la relation clientèle. Ici, ça n'est pas bling bling ou tape à l'œil, les clients sont plutôt chics. Et les accueillir est un art subtil. Est-ce que vous permettez que je vous salue? La règle, être sympathique, mais pas familier. Merci. Courtois, sans être obséquieux, en particulier lors du premier contact, l'arrivée. Le salut figé, le bonjour monsieur, les yeux qui clignent pas. Ça c'est pas bon. Non, absolument pas. Comment on fait alors? Il faudrait que ce soit quelque chose qui ressemble à la façon dont je vous parle, en fait. Qu'il soit quelque chose qui aille avec le mouvement de la porte quand je la fais tourner, quand c'est moi qui la fais tourner. Et qui suive le client, en fait, qui arrive. Et je vais me rapprocher de lui, je vais lui demander est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Puis-je me rendre utile? Savez-vous vous diriger? Permettez-moi de vous accompagner, etc. À quel nom avait été fait la réservation? Enfin, toutes ces petites choses, en fait, qui vont rendre l'action la plus fluide possible. Ah! Plus que des belles suites ou des vins hors de prix, la signature de la maison, c'est d'abord de l'attention. Ici, on n'hésite pas à partager un café avec les clients pour recueillir leurs plaintes
ou leur désir. Un palace, ça doit être un cocon, une île loin des tracas. C'est vous mettre dans un environnement où il n'y a que ce qui vous fait du bien, uniquement. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est comme une barrière d'anticorps. Ils peuvent rentrer, ils n'arriveront pas à pénétrer. Il y a une réelle barrière qui n'est pas visible, hein, évidemment, et qui sera faite de sourires, de gens à la porte. Apaiser ses clients et parfois les divertir. Samedi après-midi, partout des robes, des mannequins. Ce jour-là, le palace ouvre ses portes à une jeune créatrice libanaise pour un défilé de mode. Et tout ça, c'est un travail à la main. Chaque robe vaut quelques milliers d'euros. Tu t'arrêtes à peu près à ce niveau. Zeina, l'organisatrice, fait répéter les mannequins. Elle est ravie de défiler dans un palace, car c'est l'assurance d'un cadre prestigieux et surtout d'un public qui a les moyens. C'est une clientèle qui a un niveau de vie élevé, qui peuvent s'offrir des robes et qui ont surtout les occasions pour pouvoir porter ces robes-là. Bien assises autour d'un thé et de quelques douceurs, clientes de l'hôtel et invitées repèrent leurs futurs achats, qu'elles porteront plus tard partout dans le monde, mais pas en France, car l'Hexagone, dit-on, n'aime plus ces riches. Quand vous allez dans les palaces, c'est peut-être les seuls endroits où vous voyez un petit peu d'élégance, du raffinement, parce que les gens osent. Et c'est souvent des gens de passage. Si vous allez à Londres, vous allez voir de très belles voitures avec des chauffeurs, des femmes avec des fourrures et des beaux bijoux, de belles tenues. On ne voit plus tellement ça en France. Ou bien c'est dans des cercles très fermés. Parce que les gens... ce n'est pas une belle image de montrer qu'on a de l'argent. Enfin, de vivre normalement. Et c'est vrai que quand on entend toutes ces personnalités qui sont en train de quitter la France, moi je trouve ça vraiment triste. Des Français aisés quittent ce pays qui ne les aime pas assez. Ils reviendront, en vacances peut-être, au Bristol en tout cas. Ils sont les bienvenus. Et voilà pour ce reportage de Clément Castex et de Mathieu Régnier, un reportage qui fait un peu rêver dans ce palace avec vous, Marie Fressac. Alors on est bien sûr dans le hall du Bristol. Il y a 5 palaces à Paris qui ont l'appellation palace. Il y a l'hôtel Hyatt, le Meurice, le Plaza et le Georges V. Et c'est tout nouveau et c'est très rare d'avoir ce degré d'excellence-là. Et ici c'est un lieu, on l'a vu rapidement dans le sujet, c'est aussi un lieu de pouvoir parce qu'on est à 150 mètres, 200 mètres de l'Élysée. Vous, et vous le racontez dans un livre, vous êtes journaliste aujourd'hui, mais vous avez été gouvernante, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, d'une famille de milliardaires russes, qu'on appelle ces oligarques, ces nouveaux riches russes qui sont enrichis à la chute de l'Union soviétique. Vous, ce qui est incroyable, c'est que ce boulot-là de gouvernante que vous allez exercer pendant un an et demi, vous le trouvez par la NPE. Exactement. La NPE, vous répondez à une petite annonce et vous vous retrouvez à vivre la vie de milliardaire avec des oligarques. Alors qu'est-ce qui vous a surpris le plus quand vous êtes arrivé dans cette vie-là ? En fait, ma première rencontre, c'était dans un palace. Ma première rencontre avec eux, quand j'ai fait un entretien d'embauche, on va dire. Et ce qui m'a surpris, c'est que moi, je m'attendais à des gens un petit peu hautains, peut-être limite odieux parce qu'ils étaient riches. C'est un peu l'image qu'on a des riches en France et de la haute bourgeoisie fortunée ici. Et eux, en fait, tout de suite, ils étaient assez ouverts, sympathiques, et ils sont arrivés en tenue décontractée, en jogging, et vous dites presque attentionnés à votre égard. Ah oui, très attentifs, attentionnés. Quand vous arrivez dans un palace comme celui-là avec votre couple et leurs enfants, vous avez 2 enfants, c'est ça ? Oui, 2 enfants. Et donc vous êtes l'une des gouvernantes, mais vous êtes toute une suite avec eux. C'est ça, en fait. Il y a, pour les vacances, il y a une gouvernante qui reste avec eux, avec chaque enfant, plus l'assistante personnelle qui vient en général. Et dans ce genre de palace, ils peuvent rester 1 mois, 1 mois et demi. Dans des suites, on sera tout à l'heure en suite à 17 000 € par nuit. Donc, je crois qu'on peut négocier après, mais bon, donc ils vivent ça. Et vous dites, quand vous vous déplacez, c'est en jet privé. Évidemment. Et prendre l'avion, même en business, c'était inenvisageable. Ah non, c'est pas possible. Je veux dire, si la petite fille ne voulait pas, de toute façon, n'envisageait même pas de partir en business, puisqu'elle n'aurait pas eu son hôtesse de l'air. Le petit garçon, il n'aurait pas pu aller dans la cabine du commandant pour piloter avec lui.
Enfin, je veux dire, c'est... Et vous dites, quand elle fête ses 8 ans, cette petite Lisa, oui. Vous dites il faut une salle de banquet, un chef étoilé, un staff d'animateurs, des spectacles, des feux d'artifice, 35 enfants, 40 adultes. Ouais, c'est ça, un magicien, une chanteuse. L'idée là-bas, c'est ils sont fiers de leur réussite. C'est bien d'avoir de l'argent et c'est bien de le montrer. Donc on a des signes extérieurs de richesse très visibles. Donc il n'y a pas de honte? Il n'y a pas de honte à ça, non, pas du tout. Au contraire, il faut le montrer. On a de l'argent, il faut le montrer. Bon, et vous dites, bon, c'est ça pour l'anniversaire, mais c'est ça pour d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a encore surpris comme ça dans leur train de vie et dans leur relation à l'argent? Est-ce qu'ils sont au bout du compte heureux de ça? Oui, ils se sentent heureux, ils ont l'impression de vivre, ils vivent dans un monde clos en fait. Et moi j'avais plus l'impression d'être dans une prison dorée et je les enviais pas du tout. On trouve tout dans un palace, on trouve même un chat, hein. C'est la mascotte de cet hôtel. En fait, je les enviais pas du tout parce que pour moi, ils étaient enfermés avec la peur je sais pas, la peur des enlèvements. Ils étaient toujours avec des gardes du corps, donc pas de vie privée vraiment. Votre regard sur les riches, sur la richesse, sur la réussite, est-ce qu'il a changé à travers cette expérience-là? Je partais avec un a priori de française. Bon, les riches. J'aime pas trop ça, on va dire. Et en fait, moi, je suis tombée dans une famille vraiment très sympathique, et très généreuse. Donc, c'est vrai que ça a changé un petit peu ma vision des gens riches. Après tout, c'est une situation et on ne peut pas vraiment changer cette situation. Alors, on va enchaîner justement parce qu'on parle de réussite dans cette émission. On va se poser la question de savoir si, pour réussir, il faut partir. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Vous êtes parti comme ça à l'aventure. C'était pas pour réussir. C'était pas pour réussir, c'était pour vivre quelque chose. Voilà. Mais ça vous a enrichi, si je puis dire, au moins intellectuellement. Voilà. Mais enfin, même en termes de salaire, vous étiez pas mal loti. Hein. C'était 5 000 5 000 euros par mois, net, j'ai jamais. Et en liquide. Net, non pas en liquide, mais net, oui. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec les jeunes Français qui, comme vous, vont tenter leur chance à l'étranger. Ils le font quelquefois tout simplement parce que la France ne leur offre pas d'autre issue que celle-là, parce qu'ici on leur propose pas de boulot, voire des stages, voire des boulots qui sont assez peu rémunérés, ou en tout cas avec peu d'espoir d'évolution. Donc ils vont ailleurs. Et cet ailleurs, c'est souvent, ça a été le Canada, ça a été l'Angleterre, c'est aujourd'hui beaucoup l'Australie. Tristan Walex, Nathalie Dubose et Mickaël Bozo sont donc allés en Australie voir ces nouveaux surfeurs français. De l'autre côté du globe, les premiers rayons du soleil sur Sydney. Alors que la France s'assoupit, Thomas, 23 ans, se réveille déjà, au pas de course. C'est tous les matins. Tous les matins, 45 minutes. Tu sais pourquoi tu te lèves, tu vas faire ton sport. Et tu finis ton sport, tu as la pêche, tu vas au boulot. C'est une autre manière de vivre. Au même moment, à Bondi Beach, la plus célèbre plage de la ville, c'est au milieu des vagues que Léo vient, comme tous ses collègues de bureau, faire son footing matinal sur l'océan. Disons que venant de Nancy, c'est pas le sport national. Ce Lorrain d'origine s'adapte comme il peut, car une journée de travail à l'australienne, c'est avant tout une juste question d'équilibre. Ça réveille. On a vraiment pris un bon bol d'air, un bon bol d'eau fraîche avant d'aller bosser. Là, ça met les idées en place. Plus au sud, dans la baie de Melbourne, avec son kitesurf et sa marinière, Juliette, elle, a tout l'air d'une touriste française en quête de sensations. C'est génial comme sport, ça permet de se dépasser, d'apprendre autre chose. Vous êtes venu pour le sport? Je suis pas du tout venue pour le sport, je suis venue pour chercher un travail en Australie. Juliette, Thomas, Léo, ils sont partis en Australie pas seulement pour son soleil et ses plages, mais pour son plein emploi. L'Océanie, un îlot de croissance qui accueille désormais 20 000 Français chaque année, 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Un Eldorado où déferlent des jeunes prêts à tout pour réussir. Des diplômés contraints à l'exil, dans un paradis de l'emploi, où certains, pour rester, sont obligés de devenir clandestins. Enquête sur cette nouvelle génération de Français qui découvre l'émigration économique, ses espoirs et ses désillusions. À peine rangé sa planche de surf et son maillot de bain, Léo Dénès rejoint le quartier des affaires, en ferry. C'est
sûr que c'est un énorme changement par rapport à ce que j'ai pu connaître quand j'ai habité à Paris, à prendre la ligne 1 le matin pour arriver sur le parvis de la Défense, ou encore conduire à Lyon pour aller à Saint-Priest ou Vénissieux, sortir des embouteillages. C'est sûr que c'est le paradis comparé à ce que j'ai pu connaître. Lorsqu'il a débarqué à Sydney en 2007, Léo comptait n'y rester que 2 ans. Il n'est jamais reparti. Diplômé d'une école de management de Lyon, il s'est imposé aujourd'hui chez Portland. Dans cette société australienne de finance, il dirige une équipe d'une dizaine d'investisseurs, alors que ses camarades de promo, restés au pays, piétinent dans leur carrière. Dans une société comme Portland, on voit que si on travaille dur et qu'il n'y a pas un poids de la hiérarchie comme on peut avoir, je pense, en France, on peut assez rapidement avoir un grand niveau de responsabilité. Et surtout un salaire de 6 000 € net. Ici, sur 150 salariés, on trouve 20 nationalités différentes, à commencer par le patron, Trevor, un Irlandais. On a beaucoup d'Espagnols, de Portugais. Ils viennent parce que l'Australie est un très grand pays avec beaucoup de richesses naturelles. Et l'industrie minière nous a bien protégés de la crise financière. Ça fait un moment que je passe pour un extraterrestre quand je rentre en France, un peu, parce que c'est vrai qu'ici les gens sont beaucoup plus optimistes, plus abordables. Si on rajoute à ça évidemment un fond de un peu crise économique, bon ça fait depuis que je suis né que j'entends parler de la crise économique en France, mais notre esprit critique un petit peu a toujours tout dénigré, alors qu'ici voilà, tout est toujours positif. Son rêve australien, Léo a donc voulu le partager. Après le travail, il rejoint les locaux d'Australiance, une start-up qu'il a créée pour aider les diplômés qui veulent, comme lui, s'expatrier définitivement. J'ai commencé à travailler au Moyen-Orient, Dubaï, Bahreïn, de retour à Paris où j'ai cherché du boulot, donc c'était en plein 2007 avec la crise. C'est vraiment très compliqué même pour tout le monde, c'est l'exode presque. Sur notre site Australiance, on a une forte hausse du trafic sur les 3 dernières années. Il y a beaucoup plus de Français qui viennent, qui essaient de rester plus longtemps. Et pour les gens qui ont une première expérience, on va dire, significative en France, il y a carrément une belle place à faire. Trouver la place que son pays n'a pas su lui offrir, c'est ce qui a décidé Juliette Froger à parcourir 17 000 km il y a 6 mois. Faute de travail en France, elle vit aujourd'hui à Melbourne. J'ai vu sur la vitrine que vous cherchiez quelqu'un. Je voulais juste vous laisser mon CV. Depuis son arrivée, elle enchaîne les jobs de vendeuse. De quoi vivre, et même plutôt bien, en espérant trouver encore mieux, un vrai poste dans le marketing. En fait, ici, on est dans une dynamique. En France, j'étais pas du tout dans une dynamique. Je stagnais en face de mon ordinateur en train de chercher un emploi. En attendant, grâce à ses petits boulots, Juliette vit en colocation pour 800 € par mois. Sur son ordinateur, elle a conservé la liste de toutes les candidatures qu'elle a envoyées quand elle était en France, en vain. Bonjour, nous avons étudié votre candidature. Bonjour Juliette, et malgré nous vous remercions de l'intérêt que vous avez manifesté aujourd'hui. Je vous annoncer que votre candidature n'a pas été retenue pour ce recrutement. Des mails dans ce genre, j'en ai reçu beaucoup. À Paris, en 3 ans, elle a déposé 1200 CV avec lettres de motivation personnalisées. De sa prestigieuse école de commerce de Lille, elle aura au moins retenu un certain sens de l'organisation. Voilà, ça c'était mon suivi de candidature en 2011. Les lignes en rose sont celles où j'ai eu un entretien. Et les lignes en grise étaient celles où j'avais une réponse négative. Donc il reste quand même énormément de lignes blanches, donc celles où je n'ai jamais eu de réponse en fait. On m'a pas donné la chance en France de pouvoir réussir professionnellement. Enfin moi c'est mon ressenti. J'ai eu des CDD. On m'a jamais donné l'opportunité d'être en CDI et de pouvoir faire mes preuves et d'évoluer en France parce que c'est ce que j'aurais aimé. Je ne serais jamais partie. En effet, l'Australie, j'en rêvais, mais l'Australie, j'aurais pu partir en vacances. Je ne serais jamais partie de Paris si je n'avais pas cherché un emploi. Contraste saisissant. À Melbourne, il lui aura fallu à peine quelques semaines pour se créer tout un réseau d'amis, de collègues et de patrons. Comme ses camarades d'exil français, Juliette peut même se payer le luxe aujourd'hui de choisir ses employeurs. Elle a eu plein d'entretiens parce qu'ils prennent le temps de te connaître et de découvrir et de voir ce que tu peux leur apporter. En France, ils regardent un papier, ils disent bah non, ils rentrent pas dans le moule, hop, on passe au suivant quoi. Les gens aiment parler, aiment rencontrer d'autres personnes et partager leurs expériences. Et ce qui est toujours bénéfique pour quelqu'un qui cherche un emploi. J'ai eu plus d'entretiens en 2 semaines en Australie qu'en 1 an en France. 3 jours après notre tournage,
Juliette a enfin trouvé le poste de ses rêves, consultante en marketing. À 26 ans, elle sera payée le double de ce qu'elle aurait pu espérer en France, avec en prime l'espoir d'obtenir un visa permanent. Car pour les jeunes expatriés, c'est la course contre la montre. Les visas de travail longue durée, l'Australie les délivre maintenant au compte-gouttes. Thomas en sait quelque chose. Arrivé il y a 2 ans à Sydney avec un visa provisoire, il a connu une ascension aussi rapide que fragile. Du haut de ses 23 ans, Thomas est devenu manager d'un petit restaurant. Je suis arrivé, j'ai bossé serveur. J'ai senti que mon patron avait vraiment une espèce de confiance en moi qui était vraiment nette et rapide. C'est vrai que je faisais déjà la caisse au bout de 3 semaines. Donc c'est sûr que compter l'argent et toucher l'argent dans un restaurant au bout de 3 semaines, c'est pas en France que tu vas faire ça. C'est pas, je veux dire, ils vont pas vraiment te laisser la confiance de manipuler de l'argent quand tu es nouveau, que ça fait 3 semaines que tu es là. Et au bout de 3 mois, il me dit qu'il a un restaurant à gérer et qu'il a besoin de quelqu'un pour gérer ce restaurant. À Paris, le jeune manager était simple cuisinier. Ici, son bulletin de paye a flambé. En tant que commis au cherche-midi, je me faisais quelque chose comme 1300 € par mois. Et aujourd'hui, avec mes tips, je me fais quelque chose comme 1200, 1300 $ par semaine. Par semaine, encore une fois. Pourtant, même s'il a un vrai travail, le visa professionnel de Thomas a expiré. S'il a gardé son job, c'est grâce à une astuce. Il s'est inscrit à la fac. En tant qu'étudiant, il peut officiellement exercer 20 heures par semaine. Je fais quelque chose comme 50 heures. De temps en temps, je fais 55. Fatalement, j'ai pas le choix. Donc, je dépasse de autoriser avec le travail que j'ai. Oui, j'ai pas vraiment le choix. Je fais même des extra heures. De temps en temps, je viens ici le matin pour m'assurer que tout est bon. Je vérifie si tout est nickel, si tous les verres sont bien nettoyés, si tout est sec, si tout va bien. Ça peut pas être un problème, ça, pour toi? Écoute, je suis un peu dans le risque, hein, mais d'un autre côté, j'ai pas trop le choix. Pour poursuivre sa success story australienne, Thomas a peut-être trouvé la solution, le sport. En plus de son travail de manager, il suit une formation de préparateur physique. Un métier encore plus lucratif, qui pourrait surtout lui permettre de décrocher le véritable sésame, un visa permanent. Il y a la baie de Sydney qui est juste en bas là, et ça donne sur l'océan quoi. Dans le Pacifique, l'ancien commis de cuisine a goûté à la réussite. Voilà, je viens à la maison. Et il n'imagine pas une seconde un retour à Paris, synonyme de dégringolade assurée. Moi, ce qui me rebute à l'idée de revenir, c'est que de toute manière, je pense que je pourrais même pas me payer un appartement. Même si je me trouve un travail en France, je vais avoir quoi? Je vais avoir un studio ou une chambre de bonne. Enfin, j'en sais rien, mais je vais retourner là-dedans. Problème, ces Français qui veulent rester à tout prix, l'Australie n'est pas prête à tous les accepter. C'est l'autre réalité, moins rose, de l'Eldorado australien. Des Français tellement nombreux que dans le pays commence à poindre une certaine exaspération, qui peut parfois virer au racisme. À Melbourne, il y a 3 mois, cette vidéo amateur a fait le buzz. Dans un bus, une jeune Française est prise à partie. Incident isolé ou révélateur? Depuis peu est apparue en Australie une expression peu glorieuse. Le French shopping, pour désigner le vol à l'étalage. Des Français de plus en plus perçus comme des réfugiés économiques. Certains n'hésitent d'ailleurs plus à devenir clandestins pour rester sur place. Quelque part dans le nord du pays, voici Masha, jeune diplômée de 25 ans. Vous ne verrez pas son visage, car avec son visa de touriste, Masha n'a pas le droit de travailler. Elle risque l'expulsion et 5 ans d'interdiction du territoire. Je suis une travailleuse clandestine. Je fais du repassage, du ménage, de la cuisine. Je fais du jardinage, je nettoie les voitures. Là, on fait du carrelage. Pour le compte de riches familles australiennes, Masha est domestique en attendant mieux. Après 2 années d'expatriation, elle n'a pas réussi à prolonger son visa de travail. Je fais un peu la boniche, c'est un peu fais ci, fais ça, nettoie les toilettes. Quand elle parle de moi à ses amis, je lui fais ah bah attendez, il y a ma femme de ménage
Ça va être dur quand même parfois, non Oui. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Bah, c'est le fait d'être ici, dans un métier qui nous plaît pas forcément. Pardon. Je sais que je vaux mieux que ça. Ne pas être reconnu à sa propre valeur, c'est pas tout le monde qui pourrait gérer cette situation à long terme. Ah, yeah. Avec son compagnon italien, lui aussi travailleur illégal, Masha touche tout de même 15 $ de l'heure en liquide. Thank you. Ça reste bien mieux qu'à Lyon, où après sa licence de graphisme, elle enchaînait CDD au SMIC et rendez-vous chez Pôle emploi. Bah, la situation en France, c'est un peu déprimant quand même. Il n'y a pas d'opportunité. Moi, j'attends rien du tout de la France. Et ici, bah, je travaille au black, mais au moins, je vais pas pointer tous les mois au chômage pour toucher mes 500 €. En Australie, le couple gagne environ 5 000 $, 4 000 € par mois. Pour nous prouver que même clandestine, sa vie n'est pas si difficile, Masha tient à nous faire visiter sa maison. Alors là, c'est notre sous-sol. Ça, c'est notre bateau. Notre équipement de pêche, équipement de plongée. S'acheter une tente, du matériel de camping. S'acheter des vélos. On s'achète ce qu'on a envie de s'acheter, on se l'achète. En tant que clandestin, on peut se faire plus plaisir que quelqu'un qui travaille légalement en France. Et on peut mettre de l'argent de côté en même temps. Fin d'après-midi, retour à Sydney. Il est 18 h, comme tous les jours, les barbecues publics de Bondi Beach sont pris d'assaut. Ce jour-là, les amis de Léo, notre businessman nancéen, se sont donné rendez-vous. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un visa, c'est aussi ça l'Australie. À Paris, on rentre chez soi à 21h, 21h30. Ici, je mens pas, tous les jours à 18h, je suis partie. On gagne plus et on travaille moins. Ouais, mais c'est vrai. On gagne plus, on travaille moins. Mais c'est ahurissant, c'est moche à dire. Pas vraiment à plaindre, ces jeunes ont pourtant quelques regrets. Un peu d'amertume envers la France, ce pays qui n'a pas su les retenir. Personnellement, ça m'attriste. J'espère un jour pouvoir changer des choses. Aujourd'hui, encore une fois, je ne vois pas comment je peux contribuer autrement que d'aider des Français à acquérir de l'expérience ici et ne pas rester à se morfondre chez eux parce qu'ils ne trouvent pas de travail. En attendant des jours meilleurs en France, à 33 ans, Léo vient de prendre une décision de taille, symbolique. Il a choisi d'acquérir la nationalité australienne. Voilà pour ce reportage de Tristan Wallex et de Nathalie Dubose. Et on est bien sûr toujours ici dans le bar du Bristol avec vous, Xavier Fontanet. Vous êtes l'ancien PDG d'Essilor jusqu'à l'an dernier. Essilor, ce sont les verres de lunettes. Tout le monde le connaît, numéro 1 mondial, superbe réussite. Et vous êtes encore aujourd'hui dans des conseils d'administration, que ce soit chez L'Oréal, chez Schneider, etc. Vous avez créé une fondation, je le disais en démarrant l'émission, pour nous expliquer l'économie. Et vous avez écrit ce livre qui fait un tabac, qui s'appelle « Si on faisait confiance aux entrepreneurs ». Donc vous allez nous dire pourquoi vous trouvez qu'on ne vous fait pas assez confiance et qu'on ne vous comprend pas. Un mot sur ce lieu. Quand vous avez su qu'on tournait ici, ça vous a mis en pétard. Vous trouvez, mais qu'est-ce que j'ai à foutre au Bristol? Alors d'abord, merci beaucoup de m'inviter, c'est très sympa. Mais ensuite, bon, je suis un peu perdu parce que j'ai jamais passé ma vie dans des endroits comme ça. Je crois que ça donne une mauvaise image des patrons que de vous habiter ici. Une mauvaise image parce que les gens vont se dire, il est dans un endroit magnifique et tous les patrons avec des gros cigares dans les gros restaurants. Moi, j'ai passé ma vie, si vous voulez, dans des restaurants chinois, japonais, indiens. J'ai même pris des tas de microbes à force de manger toutes les nourritures, ce qui fait que je suis obligé de me refaire les dents. Ça vous serait pas arrivé ici? Eh ben, bien sûr que non. Parce que, donc, pour vous dire, les patrons, on est des grands voyageurs et on s'est tous retrouvés dans les avions entre la Corée, le Japon et Shanghai. Voilà. Bon, arrêtons de vous regarder comme des privilégiés qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne pensent qu'à l'argent qu'ils vont gagner. Un mot sur ces jeunes qu'on vient de voir. Oui, alors ça, c'est quoi? C'est du gâchis, c'est une chance, c'est quoi? Un gâchis abominable parce que, si vous voulez, je pense que les expériences comme celle d'Essilor, mais beaucoup d'autres, L'Oréal ou Schneider, ça montre que les Français, on est capable de conquérir le monde. Et quand on fait confiance aux Français, on fait des merveilles. Et les Français réussissent très 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 bien à l'étranger. Les voir partir comme ça, parce qu'ici, ils n'ont pas trouvé
un environnement dans lequel travailler et se défoncer, ils n'ont pas trouvé, c'est dramatique. Et on leur a pas fait confiance. On leur propose des stages, des salaires minables, on leur propose pas d'ouverture, pas de perspective. C'est la surface des choses, si vous voulez, parce que le paradoxe, c'est comment expliquez-vous qu'une affaire comme Essilor explose dans le monde entier, et c'est beaucoup plus difficile en France. C'est parce que le terreau français, si vous voulez, n'est pas sain. Un petit peu, c'est comme, vous voyez, il y a une graine et un terreau. Une entreprise, c'est la graine, le pays, c'est le terreau. Vous mettez une petite graine d'entreprise française dans tous les pays du monde, ça fait des tas de petits leaders mondiaux, puis vous les mettez ici, c'est à la peine, parce que le terreau français est mauvais. En gros, la sphère publique a mis la main sur la société, puisqu'il n'y a que des députés fonctionnaires, et au Parlement, il n'y a pas un seul entrepreneur. Et donc, on met les impôts, et ils ne comprennent même pas que la France est en concurrence. Alors, le terreau français, je vais le donner en chiffres. Est très mauvais. Je vais le donner en chiffres. Ce terreau français que vous dénoncez, ce terreau français, vous dites la moyenne des prélèvements obligatoires en France, question de fiscalité, c'est en Europe, c'est 40,1%, et en France, c'est 45,9% du PIB. C'est beaucoup plus. 46,3 annoncé pour 2013. On est à la 3e place derrière le Danemark et la Belgique. Et l'effort fiscal cette année est assez incroyable, c'est près de 16 milliards d'euros. Vous vous dites, c'est trop. On ponctionne trop d'impôts aux entreprises et l'entreprise ne peut plus entreprendre. Évidemment. Ce que vous dites. Mais écoutez, la fiscalité, vous avez vu, on a la plus grosse fiscalité du monde maintenant. L'impôt sur bénéfice, c'est 35%, 36%, alors qu'en moyenne c'est 20%. Le dividende, c'est 45%, 50%, alors qu'en moyenne c'est 20%. Les plus-values, 60%, alors qu'en moyenne c'est 20%. On est le seul à avoir l'ISF. Un entrepreneur ne peut plus faire d'argent. Alors, M. Viscovici, hier, expliquait, je vous adore, les entrepreneurs, je vous aime et tout, mais c'est de l'amour vache. L'imposition en France est 6 fois plus élevée qu'en Allemagne. Comment voulez-vous que les boîtes tournent? On a bien compris. En même temps, on se dit, attendez, les patrons, ils sont gentils, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le CAC 40 ces 10 dernières années, c'est 20% d'augmentation des salaires des patrons, alors que c'est 1% d'augmentation des salaires de leurs salariés. Alors là, est-ce que les patrons ont pas un petit peu déconné, si je peux me permettre l'expression? Bien sûr, mais vous faites bien de poser la question, parce qu'il y a eu, mettons, une dizaine de gens qui ont déconné. Bon, ça veut dire que la grande majorité est honnête. Vous-même, comme patron d'Essilor, est-ce que vous étiez, vous faisiez attention à ce que vous gagnez? Je ne sais pas combien vous gagnez. Je devais avoir des fixes de l'ordre de 5 à 600 000, et puis quand ça marchait bien, je pouvais doubler. Bon. Mais le vrai sujet, si vous voulez, c'est pas ce qu'on gagne. Alors d'abord, tout ça, c'était taxé déjà à 50%. Donc vous le divisez déjà par 2,5 déjà. Bon. Mais le problème, c'est pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'on en fait. J'ai remis tout mon fric dans Essilor. J'ai tout remis dedans. Et c'est le problème de la richesse, si vous voulez. La richesse, quand quelqu'un a un gros revenu, il vit comme il vit. Vous voyez, je suis pas un mec qui, vous voyez, j'ai des chaussures, ils ont 15 ans. Bon. Quand on remet tout dans l'entreprise... Vous avez mis un petit peu d'argent de côté quand même. Oui, mais je l'ai remis dans Essilor. Il n'est pas de côté, il est à risque. Et je donne du boulot à des Français. Vous restez entrepreneur, vous n'êtes pas un rentier. Absolument. Quand Johnny Hallyday, est un mot qu'il faut bannir. Johnny Hallyday dit là, dans ses confessions du jour, il dit aux États-Unis, quand vous avez une belle voiture, on trouve ça formidable, les gens vous sourient. En France, on vous traite de voleur. C'est ça le problème qu'on a? Effectivement, le Français a un côté jaloux. Et le Français, il préfère être complètement ruiné dans l'égalité qu'en bon état avec des gens peu riches. Vous voyez ce que je veux dire? Il supporte pas que son voisin gagne plus que lui. Il préfère se trouver avec 50, tout le monde égal, qu'être lui à 200 avec un patron qui sera à 2000. Voilà. On va en parler avec Pascal Bruckner dans un instant. C'est tout le défaut du français, que j'aime bien puisque je reste français. Hein. Bon, vous partez pour faire la pédagogie, pas à l'étranger. Merci de m'aider. Vous partez pas vous réfugier en Suisse, en Belgique, non, j'ai décidé j'ai vécu tellement bien mon truc à Essilor, tellement heureux, on a construit une boîte tellement fantastique, je vais expliquer la mondialisation, c'est heureux. Merci Xavier Fontanet, merci beaucoup. Donc on ira voir Pascal Bruckner, enfin il viendra nous voir tout à l'heure, justement pour nous parler de ce rapport qu'on a à la richesse et à la réussite. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de l'Indonésie. Et là aussi, on va aller voir un entrepreneur. Il s'appelle Mark Steinmeier, il a été cadre haut dirigeant pendant longtemps chez Accor et il s'est mis à son compte et il a lancé sa propre chaîne d'hôtels. Vous allez voir, c'est une espèce de furia, il n'arrête jamais, il travaille tout le temps. C'est un reportage de Jean-Carl Lambert, de Raphaël Durosel et de Frédéric Prigent. 30 degrés en toute saison, des plages de rêve, un chapelet d'îles niché entre le Pacifique et l'océan Indien, le paradis pour des millions de voyageurs. Mais Mark Steinmeier n'est pas là pour faire du tourisme. Cet homme pressé passe son temps dans les aéroports avec une obsession. No delay, ok, on time. Ne pas perdre de temps, arriver pile au bon moment. Java, Sumatra, Bornéo, les Célèbes. Il y a 15 ans, ce Marseillais a posé ses valises dans ce pays grand comme un continent. Voilà un peu l'Indonésie, donc ouais, ça part de la Papouasie qui est à l'Australie.
C'est immense, c'est de Paris, de Londres jusqu'à l'Oural. Hein. Et ce qui est magnifique, c'est tout l'Est indonésien. Okay. Là, c'est vraiment... je vous recommande d'y aller pour le tourisme. Le businessman a tout misé sur le tourisme. Et il a eu du flair. Il est aujourd'hui numéro 2 de l'hôtellerie en Indonésie. Chiffre d'affaires l'an dernier, 6 millions de dollars. Ce matin, le Français est à Bali pour inspecter son tout dernier établissement. Le Pop Hotel Kuta Beach, 223 chambres, qui a ouvert fin 2012. La visite commence par le parking. Nouvelle voiture, new car. Son partenaire balinais vient de faire bénir le minibus de l'hôtel. C'est la cérémonie du métal. Le fer, l'acier. Comme on utilise cet objet en métal pour le travail, on doit prier. C'est la tradition balinaise. Ah oui, ça porte chance. Voiture vert pomme sur le parking. À la réception, perruque orange et bleue. Ambiance acidulée et prix serré. Ici, la chambre est à 30 €. Elle peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Vous pouvez mettre votre enfant, donc souvent une famille asiatique, et le petit qui va dormir là. Le grand, l'adolescent va dormir ici. Avec ses établissements flashy, le Français révolutionne l'hôtellerie en Asie. Il vise la nouvelle classe moyenne du pays, en faisant simple, pas cher, efficace. On a fait celui-ci pratiquement en 10 mois. 10 mois. Dès qu'on avait permis, hein, le plan fait, en 10 mois c'est fait. Bien organisé, bien huilé, tac, 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 tac. À 13 000 km de Paris, un hôtel après l'autre, il est en train de construire un petit empire. Son groupe possède déjà 4 chaînes et gère près de 90 hôtels. Il emploie 2700 personnes. Dans 2 ans, ce sera le double. Mark Steinmeier a misé, avant tous les autres, sur l'Indonésie. Ce pays qui lui ressemble. Un pays qui va très vite et qui vénère la réussite. Le businessman a installé ses bureaux en plein quartier des affaires de Jakarta. Après une première carrière dans le groupe Accor, il a fini par voler de ses propres ailes. Dans ce pays, où l'entrepreneur est un exemple pour tout le monde. Le regard de la société va le valoriser. C'est bravo, c'est un encouragement. Et ça fait un effet d'encouragement. Hein. La réussite des autres donne envie de réussir. Voilà. Et vis-à-vis de moi, de sentir ce regard non dit ou dit, positif me donne encore plus la niaque. Et ça, vous ne l'auriez pas trouvé en France? En France, s'il réussit bien, c'est louche. Et s'il gagne de l'argent, comment il a pu faire? Loin du tabou français de l'argent, Mark Steinmeier a fait fortune sans état d'âme. 25e étage de la Keeling Tower, le siège de sa société. 7h30, le patron fait le tour du propriétaire. Bonjour. Paggy, the girl. Bonjour les filles. Mike. Good morning. Good morning. Good morning. C'est management by walking around. Okay. Je ne sais pas comment dire en français. Par le contact, tourner, bouger. Je ne suis pas de tempérament à rester plus de 2 heures assis. Mais ce matin, l'homme d'affaires va devoir s'asseoir quelques minutes pour signer un nouveau contrat. Il va construire son 87e hôtel. Si vous êtes d'accord, on fait la signature devant la télé? Ce sera un bon présage pour le projet. L'hôtel Harris de San Marinda ouvrira ses portes dans 18 mois. Comme 9 fois sur 10, le partenaire financier est un riche Indonésien d'origine chinoise. Et Mark Steinmeier n'est pas peu fier de conclure avec des Chinois. L'asiatique, il a besoin de miser sur les gagnants. Okay. Donc, s'il mise sur vous, c'est les joueurs. Okay. L'Asie, c'est les joueurs, les Chinois sont des joueurs. Et s'il mise sur vous, eh ben, ça veut dire quelque chose. Le lendemain, nouvel avion, nouveau projet pour l'infatigable businessman. Mark Steinmeier a rendez-vous sur un chantier à Lampung, dans le sud de Sumatra, avec une fois encore des investisseurs d'origine chinoise. Bonjour. Ah, c'est sympa, vous avez mis le t-shirt. Monsieur Toto, le propriétaire. Bizarrement,
C'est en prenant des risques que le Français a su gagner le respect et surtout la confiance de la famille Susilo. Ici, c'est comme ça que ça marche. Ce couple qui a fait fortune dans le transport de marchandises vient d'investir 5 millions de dollars dans ce premier hôtel. Et ce n'est qu'un début. Votre premier hôtel n'est pas encore fini et vous pensez déjà au deuxième, c'est ça? Oui. Pourquoi? Je crois que c'est le bon moment d'investir dans l'hôtellerie. Et puis, on est en confiance avec Marc. Alors, pourquoi pas? Toto et Jouita ont signé pour 15 ans. Ils seront propriétaires des murs, mais c'est le groupe du Français qui gérera l'hôtel, contre 5% du chiffre d'affaires. Question business, entre l'ex-cadre du groupe Accor et ces Chinois d'Indonésie, on parle le même langage. Pour vous, en Asie, on a réussi quand on est son propre patron, quand on a sa propre boîte, son terrain, son restaurant, son propre business, même une petite affaire. Et on obtient bien plus de reconnaissance. On est bien mieux considéré que si on est grand cadre dans une entreprise et qu'on ne possède rien. Je me rends compte qu'on tient le même discours. Si je ne l'avais pas devant moi, si je lui parlais au téléphone, je crois que je ne saurais pas qu'il est français. Je le prendrais pour un Chinois. Marc Steinmeier a tout compris de la mentalité chinoise. Mais en bon français, il reste très discret sur le montant de sa propre fortune. Il préfère parler de la richesse qu'il crée pour les autres. J'ai 2500 employés dont je suis responsable. Ça fait des familles, ça fait des gens qui vont à l'école, ça fait des familles qui se sont agrandies, des carrières qui vont grandir. Pour moi, c'est créer les deux motivations qui m'ont fait de créer ma boîte. J'avais une envie, une passion, un désir de créer des concepts et des produits. Et la deuxième, créer de l'emploi. Le dimanche, à Jakarta, le rythme de la mégalopole ralentit un peu. C'est la seule journée de liberté que s'autorise le chef d'entreprise. Mais l'homme pressé profite à peine du luxe qui l'entoure. Dans cette résidence de grand standing, il vit un peu comme à l'hôtel. C'est les salles de gym, fitness, salon, voilà, pour se reposer le dimanche. Pas le temps de traîner dans les salons ou le jacuzzi. Suivez-moi, il y a un angle qui est joli. Ce qui compte, c'est encore et toujours de gagner du temps. Je suis à peu près à 20 minutes du bureau. C'est surtout le côté pratique, rapidité, pas perdre de temps, minimum de trafic et toutes les facilités autour. Ce week-end, après 3 déplacements dans la semaine, M. Steinmeier a enfin quelques heures de libre pour sa femme. Mais même le dimanche, le business n'est jamais très loin. Il y a quelques années, Madame Steinmeier s'est lancée dans la mode. Ce midi, elle doit passer dans l'un de ses points de vente. Chinoise d'origine, Zen remet au goût du jour les vêtements traditionnels. Elle habille la bonne société de Jakarta. C'est vous qui dessinez ça? Oui, j'ai un couturier. Ça, c'est combiné avec un soie thaïlandais. C'est tissu tissé d'ici. En soie thaïlandais. Je l'ai poussé au début, mon épouse, à le faire. Elle était dans l'hôtellerie et je savais qu'elle avait le virus de par ses origines, mais j'ai poussé à ce que le virus se développe. Voilà. Je crois que c'est côté chinois qui fait le business. Il faut toujours réussir. Et en plus, pour moi, je crois qu'il faut se réaliser soi-même. On ne peut pas être dans l'ombre du mari, n'est-ce pas? Il faut être reconnu par notre propre indépendance. La petite affaire de madame tourne bien. Déjà 10 employés. Chaque dimanche midi, dans le même restaurant, monsieur et madame Steinmeier retrouvent une employée du groupe familial. Leur fille, Lorna. Elle aussi a attrapé le virus du business. Mais il lui a fallu du temps avant de comprendre le choix de son père.
parce qu'on avait vraiment beaucoup de possibilités, on voyageait énormément, donc c'était quand même une autre vie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous portez quel regard sur la trajectoire du papa? Maintenant, j'avoue que c'est très courageux de pouvoir faire une chose pareille. Et c'est vrai que bon, j'aimerais aussi pouvoir un jour faire à peu près la même chose, de m'ouvrir une boîte à moi et voir si ça marche à l'étranger aussi. Expatrié depuis 20 ans, homme d'affaires depuis 15 ans, le Français regarde son parcours d'entrepreneur sans le moindre regret. Au-delà des soucis que connaissent les patrons, Mark Steinmeier a surtout vécu son rêve aux couleurs de l'Asie. C'est des sacrifices d'argent, c'est des sacrifices de temps, de vie personnelle, de vie privée. On n'a rien sans rien où que ce soit à travers le monde. Il ne faut pas se leurrer là-dessus et l'Asie n'est pas plus un Eldorado qu'ailleurs, c'est faux. Il y a des opportunités, il y a un cadre qui est plus facile, c'est-à-dire que comme il y a très peu de cadres, il y a moins de contraintes et celui qui a envie de faire, il a un espace pour faire. Inspiré par sa conquête de l'Orient, Marc rêve d'un autre cadre en France pour les entrepreneurs, d'un autre climat social aussi. La tristesse, c'est que il y a deux mondes en France, entre le... tous ces mots me paraissent un peu péjoratifs, entre l'employeur, l'employé, le patronat. Tout ça, il y a plus de confiance, il y a plus, donc l'alchimie ne marche plus dans ces deux mondes, ce qui est ridicule parce que ça fait deux perdants. Ici, pas de perdants. Ça va Dino? Bye bye. Retour à Bali. Mark Steinmeier s'apprête à ouvrir son 11e hôtel sur l'île, 245 chambres. Et après le minibus vert pomme, voici la moto orange. Vous avez mis Harley? Ah non, vous avez mis le logo. Son partenaire local est tellement enthousiaste qu'il a fait repeindre sa Harley Davidson aux couleurs de l'hôtel. L'inauguration est prévue dans 3 mois et pour décorer l'hôtel à peu de frais, Mark Steinmeier a organisé un concours photo. 80 amateurs confirmés ont fait le déplacement pour ce petit événement. Adolescent, l'homme d'affaires se voyait globe-trotteur et photoreporter. Le chef d'entreprise se l'est promis, dans une autre vie, il réussira une nouvelle fois et reprendra la route avec son appareil photo. Reportage de Jean-Carl Lambert et de Raphaël Durosel. Et on est ici avec vous, Pascal Bruckner, dans une suite, la plus grande suite d'ailleurs, de cet hôtel Bristol. Ici, c'est 320 mètres carrés. Si ça vous chante, c'est 17 000 € par jour. C'est un prix honnête. D'accord. Ouais. Vous avez, enfin, vous connaissez comme philosophe, comme romancier. Et votre dernier roman s'appelle La Maison des Anges. Et on est d'ailleurs dans un autre univers, puisque là, on est vers l'extrême pauvreté et vers l'aversion d'un homme pour tout ce qui est souillure et saleté et pauvreté. Mais on en parlera. Un mot quand même sur un sondage qui est sorti en octobre dernier sur d'IFOP sur la perception qu'on a de la richesse en France. Il faut savoir que pour 76% des Français, c'est bien de gagner de l'argent et pour 78% des Français, eh bien, c'est mal perçu d'être riche. Contradiction apparente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire qu'on aime bien gagner de l'argent, mais on ne veut pas que ça se sache? C'est ça les Français? Oui, c'est la vieille mentalité catholique, le vieux fond religieux français. Et c'est notre schizophrénie à nous. Nous aimons l'argent et tous ses bénéfices, tout ce qu'il apporte d'aisance dans la vie, mais nous ne voulons pas le montrer. Quand j'étais jeune, je vivais en province, dans un collège de jésuites, les riches se cachaient, c'est-à-dire qu'ils vivaient à l'abri de leurs grandes propriétés, ils allaient à la messe en 2 chevaux, dans des petites voitures, habillés modestement. Ah, ça allait jusque-là, oui, à ne pas montrer qu'on avait de l'argent. Il ne fallait pas montrer qu'on avait de l'argent, rester entre soi, parce qu'il ne fallait pas éveiller l'envie. Et nous savons tous que le vrai problème avec l'argent, c'est la jalousie qu'il suscite chez ceux qui n'en ont pas ou chez ceux qui en ont moins. Donc vous dites la faute à l'Église, mais enfin il y a l'Église catholique, il n'y a pas qu'en France, il y a aussi la Révolution chez nous. Oui, mais là, on a coupé des têtes, on a coupé des puissants, on a coupé des privilégiés. On a coupé la tête des privilégiés, mais la Révolution fut chrétienne dans ses fondements, c'est-à-dire qu'elle s'est faite au nom de l'égalité. L'égalité, c'est le grand message du christianisme, tous les hommes sont nés égaux devant Dieu. Par conséquent, si je suis l'égal de mon voisin, comment se fait-il qu'il ait des privilèges que je n'ai pas? Comment se fait-il qu'il gagne plus que moi? Comment se fait-il qu'il ait une épouse ou un mari plus beau que mon époux ou mon épouse ou mon mari? Comment se fait-il donc qu'il ait réussi là où moi j'ai le sentiment de piétiner? Et donc la conséquence de la révolution démocratique, c'est une phrase de Stendhal
qui explique que la révolution a engendré la haine, l'envie et l'impuissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on supporte assez mal l'exil de ceux qui partent pour des raisons fiscales, comme hier, on ne supportait pas les exilés pendant le monarchiste. Oui, alors il y a deux choses. On peut effectivement juger que les expatriés fiscaux ne payent pas leurs dettes à la société qui les a éduqués, leur a donné tous les moyens de réussir. Donc sur ce plan-là, on peut avoir effectivement une approche réprobatrice. Mais en même temps, dans l'Europe des 27 et dans le monde d'aujourd'hui, c'est aussi à un pays de savoir garder ses riches, c'est-à-dire on a besoin d'eux, car malgré tout, ils investissent, ils offrent de l'emploi. Donc les montrer du doigt, les criminaliser, me paraît maladroit. Dans l'affaire, par exemple... La phrase d'Hollande sur « j'aime pas les riches », c'est pas mal. Alors, oui, cette phrase est effectivement tout à fait étonnante, puisque lui-même a finalement un revenu très confortable. Mais c'est d'emblée criminaliser ou pointer du doigt une partie de la société qui n'est pas simplement des profiteurs ou des suceurs de sang, mais qui aussi donne du travail aux autres. Vous savez, pour comprendre la mentalité française vis-à-vis de l'argent, il faut se souvenir de cette phrase de Balzac. Derrière chaque grande fortune, il y a un grand crime. Alors c'était peut-être vrai à l'époque de l'Ancien Régime, où les fermiers généraux suçaient le sang du peuple, mais un entrepreneur n'a pas le sentiment, quand il prend des risques, de sucer le sang du peuple et d'appauvrir l'ensemble de la nation. Il y a aujourd'hui un phénomène très inquiétant en France, c'est une sorte de névrose d'échec, contagion d'échec, quand chaque jour au journal télévisé on vous annonce des mises à pied, des fermetures d'usines, il y a une sorte d'ambiance dépressive qui s'installe dans la France d'aujourd'hui, et qui a un double résultat. D'une part, il y a une morosité générale qui s'installe, et d'autre part, la jeunesse. Les jeunes diplômés, et ça c'est beaucoup plus grave même que l'expatriation fiscale, décident de partir. Que ce soit les jeunes des banlieues, qui partent aux États-Unis ou ailleurs parce qu'ils ne subissent pas les mêmes discriminations qu'en France, ou que ce soit les jeunes diplômés, ils se disent « ce pays ne m'offre plus d'avenir, par conséquent je vais tenter ma chance en Angleterre, au Brésil, en Inde, en Chine, en Australie, en Indonésie, mais ici, l'avenir est bouché. » Et dans votre livre, qui s'appelle La Maison des Anges, chez Grasset, donc je disais c'est un autre abîme qu'on explore, c'est celui de l'extrême pauvreté, des SDF. Et est-ce que, à la limite, ce sont les deux versants de la même pièce? Il y a d'un côté la déchéance totale dans la pauvreté, de l'autre côté cette espèce d'aversion qu'on a pour la richesse. Est-ce que c'est la même chose en fait? Oui, c'est-à-dire qu'on peut être fasciné par les deux trajets. Pour les gagnants, ceux qui ont réussi et qui suscitent, qu'on le veuille ou non, une certaine sympathie, même si elle est matinée d'envie, et puis pour les perdants absolus, les clochards dont je parle dans ce roman, qui sont effectivement, qui incarnent l'abîme du gouffre. Mais c'est vrai que dans la France d'aujourd'hui, la terreur qui gagne toutes les classes moyennes, c'est le déclassement social. Et c'est pour ça que nous regardons les clochards comme un destin possible que nous faisons tout pour éviter. Comment est-ce qu'on se réconcilie avec la richesse? Vous écrivez dans votre livre, vous savez quel est le problème des riches? Ils sont sympathiques, leur fortune donne envie de les aimer, on se sent mieux en leur compagnie. Ça c'est quoi? C'est un souhait, c'est un constat, c'est un pronostic, c'est quoi? C'est un constat, mais comment est-ce qu'on se réconcilie, en tout cas avec l'esprit d'entreprise et avec l'optimisme? Parce qu'au fond, c'est de ça dont nous souffrons. Nous souffrons d'un pessimisme profond quant à nos capacités. C'est ce déclinisme qui est tellement frappant quand on rentre en France, on a l'impression qu'on est dans un pays de 65 millions de dépressifs. Bon, merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de ce déclinisme dépressif qui nous frapperait, nous les Français, dans ce pays qu'on aime pourtant autant. Merci beaucoup. Merci au Bristol qui nous a accueillis. Effectivement, on voit qu'il y a aussi des belles choses en France. On peut aimer le luxe. Oui, le luxe est indispensable à la vie. Le luxe, c'est ce qui est nécessaire. C'est le superflu, disait Voltaire, le superflu est absolument nécessaire. Effectivement, une vie qui n'est réduite qu'aux besoins, c'est-à-dire qu'à l'entretien jour après jour de son existence biologique, cette vie-là n'a aucun intérêt. Seul le luxe donne à la vie tout son prix. Bon, et aspirer à la réussite. Aspirer à la réussite est normal. C'est un moteur. Nous visons tous à améliorer notre sort. Ça n'est pas un péché de vouloir vivre mieux que ses parents. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Michel Fine, Joël Brougandet ou Thomas Auro à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à la réalisation de ces mêmes plateaux. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que dans une semaine, on parlera de nos soldats, de la vie après la guerre. Mais la soirée n'est pas finie sur France 2, je vous laisse avec, bien sûr, Grand Public et Aïda Touéry.